Martineau. Des fois, quand on se sent contrarié, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Alors, très content de retrouver Joseph Facal. Joseph, je sais que tu veux me parler de Québec solidaire et la crise interne qui est en train de déchirer le parti, mais juste avant, tu es un grand lecteur, tu es aussi un grand écrivain maintenant, avec ton tome. Bernard Pivot, qui est mort. Bernard Pivot, pour moi, bien sûr, c'est Denise Bombardier confrontant Gabriel Matineff, confrontant courageusement Gabriel Matineff et le traitant de pédophile, ce qu'il était. Mais je ne sais pas si tu te souviens, si tu l'avais vu, ça, les débuts des nouveaux philosophes. Alors, tu avais Bernard-Henri Lévy et André Glucksmann qui avaient, mon Dieu, 27 ans chacun, qui confrontaient des piliers de la gauche française. Et c'était, écoute, mémorable, la chicane qu'il y avait eu là, entre les gens de droite, les gens de gauche, un débat maintenant qui existe en France depuis plusieurs années. Toi, est-ce que tu as des souvenirs particuliers de Pivot? Richard, je voulais vraiment parler de QS, mais là, vraiment, tu m'envoies sur un chemin qui, pour moi, est un boulevard. J'ai des souvenirs inoubliables de Bernard Pivot. Rappelle-toi, Charles Bukowski, sous-mort, qui commence à poser ses mains sur la cuisse de la madame à côté, et là, on le retire un peu avant que ça devienne un scandale épouvantable. Je me rappelle Raymond Aron, une des grandes figures de ma vie intellectuelle, qui publie ses mémoires et qui vient avec calme, avec lucidité, avec froideur, expliquer ce que ça représente. Tenir seul ses idées et son camp quand tout le milieu intellectuel parisien est absolument contre toi. Ah non, écoute. Écoute, la grande entrevue avec Alexandre Solzhenitsyn, Oui, qui était le oui, premier oui. à dire, écoutez, c'est pas le paradis, c'est l'enfer, la Russie. Et Solzhenitsyn qui s'était réfugié au Vermont et qui avait construit comme un genre de goulag où il demeurait, qui était un personnage complètement fascinant. Et lorsqu'il était là avec Solzhenitsyn, c'était passionnant. Là. Ah oui, et c'est évidemment à travers la figure de Pivot de réaliser que une émission comme celle-là, aujourd'hui, est difficile à imaginer. Tu sais, tard le soir, pendant plus d'une heure, on parle à fond de sujets sérieux, au lieu de nos stupides talk shows de vedettes, invitant des vedettes pour parler de vedettes. Enfin, exactement. Bon. Et écoute, un grand personnage qui nous donnait envie de lire. Alors, Québec solidaire, ce qui se passe à Québec solidaire ne te surprend pas, Joseph? Je te donne une primeur sur ma chronique de demain matin. C'était écrit dans le ciel et je m'explique. On nous sert ces jours-ci des analyses vraies, mais superficielles de la crise chez QS. Centralisation autour de Nadeau-Dubois, Boys Club, souci de l'image, les élus versus les bénévoles, les urbains versus les régionaux. Tout ça est vrai, mais c'est partiel. On pourrait ajouter d'autres explications partielles. Une étiquette souverainiste, mais une base fédéraliste, l'allergie à l'identité québécoise, etc. Vrai, mais partiel aussi. Richard, je discutais l'autre jour avec un vieil ami à moi, prof au cégep, qui a longtemps milité dans les groupes d'extrême gauche au Québec. Et oui, je te l'annonce, notre amitié a survécu à nos désaccords d'antan là-dessus. Et mon ami me disait, quand on a milité à l'extrême gauche, les déchirements actuels n'ont rien d'étonnant. Ce n'était qu'une question de temps, parce que ces querelles-là sont récurrentes, elles sont cycliques, elles sont inscrites dans les gènes de l'extrême gauche. Permets-moi ici un tout petit rappel. La gauche radicale, Richard, ça commence en Europe il y a un peu plus de 150 ans. Marx publie le manifeste du Parti communiste en 1844, puis le tome 1 du Capital paraît quelque part autour de 1860. Dès le départ, même s'ils sont qu'une poignée, Marx se bat
contre les impurs qui ne pensent pas comme lui. En Russie arrive Lénine et son aile bolchevique qui, à l'intérieur du même parti, se battent contre les mencheviks de Martov, qui, eux, étaient des réformistes et des étapistes. Au même moment, en Allemagne, Edouard Bernstein dit « La prophétie de Marx s'est avérée fausse, il n'y en aura pas de révolution, il faut du réformisme graduel. » Il se heurte à l'aile radicale de Bebel et de Kautsky. Même conflit entre jusqu'au boutistes et pragmatistes autour de Mao, autour de Ho Chi Minh, autour de Fidel Castro, dans tous les mouvements d'extrême gauche. Richard, on a le même âge, toi et moi. Au début des années 80, j'étais étudiant à l'UQAM, en sciences politiques. À l'entrée de l'UQAM, tu avais les communistes de En Lutte qui se battaient contre les communistes du PCO, contre les communistes du PCCML et contre les trotskistes. Arrive Marcel Pépin, qui est tout de même l'ex-chef de la CSN, puis qui dit « On va mettre de l'ordre là-dedans, on va fonder le mouvement socialiste, on va fédérer tout ça. Même affaire, guerres idéologiques, division, échec complet. » C'est pas compliqué. En Amérique du Nord, au Canada et au Québec, il n'y a jamais eu un parti de gauche de masse. Pourquoi, tu vas me demander? En raison du fort coefficient d'utopie dans le cocktail de départ. Écoute les phrases toutes faites qui sortent en ce moment de QS, en fait, depuis que QS existe. On nous dit « un autre monde est possible. Il faut dépasser le capitalisme. Il faut faire de la politique autrement. Il faut rester fidèle aux rêves de jeunesse. » Richard, quand tu fondes un parti avec cette vision du monde, le verre est dans la pomme dès le départ. Inévitablement, ça va finir comme ça. Quand la barre est placée si haut, tu programmes les déceptions à venir, tu programmes les divisions entre ceux qui veulent s'obstiner dans la voie de départ puis ceux qui vont prôner des ajustements. En ce moment, là, ce qui se passe, c'est que beaucoup de nos commentateurs oublient d'où vient QS. QS a été fondé en 2006 par la fusion de deux gangs. Tu avais d'un côté le groupe de Françoise David qui venait de la Marche des femmes, puis tu avais de l'autre côté le groupe d'Amir Kadir, qui était un parapluie qui s'appelait l'Union des forces progressistes, mais à l'intérieur duquel tu avais trois micro-partis qui étaient carrément marxistes. L'un d'entre eux s'appelait le Parti communiste du Québec, rien de moins, et l'autre était le Parti de la démocratie socialiste, rien de moins. Ce qui arrive en ce moment, c'est la énième version, le énième remake, comme on dit au cinéma, de ce que l'extrême gauche vit depuis 150 ans. C'est l'utopie qui se confronte au réel. Et Gabriel Nadeau-Dubois, c'est pas lui le responsable, c'est juste un parti utopique qui veut un autre monde alors qu'il n'y a pas d'autre monde possible. Tu sais, Richard, quand je les entends dire dépasser le capitalisme, mais pour aller où? Mais pour aller où? mais as-tu vu à quel point QS et le PQ prennent deux chemins totalement opposés? Le PQ, après avoir longtemps mis son option un peu en veilleuse, dit on va arrêter de la cacher. On va arrêter de la cacher. On va la mettre en avant, en majuscule, caractère gras. Puis si on perd, on s'en fout, mais on ne la cachera pas. QS dit notre option radicale était en avant, on va la retirer puis on va la cacher maintenant. On va la cacher pour pouvoir gagner nos élections. C'est deux chemins totalement opposés. Oui, absolument, mais il y a une différence. C'est-à-dire que si le PQ en ce moment va beaucoup mieux, malgré qu'il affiche son option carrément, c'est parce que c'est quoi l'option du PQ? L'option du PQ, c'est la seule solution qui n'a pas encore été tentée à ce qui est un vrai problème non réglé. Tandis que QS propose de dépasser le capitalisme. Richard, j'ai des nouvelles pour eux autres. Le capitalisme, là, ça convient à la majorité des Québécois. Ils en veulent juste pas. Ils en veulent juste pas. Tu sais, la politique, là, au fond, c'est aussi un marché où tu as une offre et une demande. L'offre,
c'est le parti politique et son programme. La demande, c'est les attentes des électeurs. Il n'y a juste pas de demande pour l'offre de QS. Il n'y a juste pas de demande pour l'offre de QS. Le changement que veut faire Gabriel Nadeau-Dubois en disant on veut devenir maintenant un parti de gouvernement, c'est-à-dire que, bon, il va falloir mettre de l'eau dans notre vin si on veut gagner les prochaines élections. Selon toi, est-ce que c'est un changement à profondeur qui fait ou c'est du relooking? C'est un changement cosmétique qu'il veut faire. C'est-à-dire cacher un peu l'option, elle va rester là, mais on ne la mettra pas à l'avant-plan. Oui, bien sûr, mais le problème, si tu veux, c'est que il n'y a pas de place sur un marché politique pour un nombre infini de partis, surtout pas quand tu n'as pas un système à la proportionnelle comme nous, mais que tu as un système qu'on appelle uninominal à un tour. Évidemment, si QS va au centre-gauche, s'il se rapproche du centre, petit problème pour lui, c'est que l'espace est déjà occupé par le PQ. Ben oui. La place est déjà prise par le PQ, qui en plus a une expérience de gouvernement. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont probablement continuer à vivoter et quelques-uns là-dedans vont se décourager ou vont se joindre à d'autres formations politiques. Pourquoi tu penses, même s'il y avait un relooking, regarde le NPD fédéral. Le NPD fédéral n'est jamais vraiment passé proche de prendre le pouvoir. Alors, tu vois, oublie pas une chose, Richard. René Lévesque fonde le PQ en 68, OK? 68. 8 ans plus tard, en 76, le PQ prend le pouvoir. François Legault fonde la CAQ en 2011. 7 ans plus tard, la CAQ prend le pouvoir. QS, là, on l'oublie, remonte déjà à 2006, 18 ans plus tard. Il plafonne toujours à 15%. Moi, je dis, si ce parti-là avait eu à décoller pour de bon, ce sera probablement déjà fait. Et donc, ce ne sera jamais qu'un parti de protestation. Parce qu'en Amérique du Nord, l'extrême gauche, il n'y a juste pas de marché pour ça. Pas plus compliqué que ça. Et écoute, on veut toujours se sortir du paysage politique à deux partis au Québec. Hein? Mais tu sais, on y revient tout le temps parce qu'avec la CAQ, tu n'as pas besoin du PLQ. Le PLQ, c'est la CAQ. Et avec QS social-démocrate, ben, on n'a pas besoin de ça. Il existe le PQ. Fait que, c'est ça. On revient toujours à deux partis. Exactement. Le système britannique qui est encore le nôtre, il est conçu pour deux partis. C'est pour ça que celui qui n'est pas au pouvoir, on l'appelle l'opposition officielle. C'est le futur gouvernement en attente. Puis de temps en temps, il peut y avoir un appendice comme, par exemple, l'ADQ pendant longtemps. Et des fois, exceptionnellement, quand le PLQ devient trop fédéraliste, puis que le PQ n'est pas capable de faire advenir la souveraineté, l'illusion de la troisième voie ressurgit et ça a donné la CAQ. Mais fondamentalement, c'est un système dans lequel il n'y a pas de place pour 5 partis. Donc, il n'y a pas juste assez d'électorats à conquérir pour que QS puisse espérer tellement plus que ce qu'il a en ce moment. Écoute, quand le PQ mettait son option en veilleuse, les vrais souverainistes purs et durs, on sacré le camp puis on formé le parti avec Jean-Martin Hossan, là, en disant, nous autres, il y a une scission. Donc, est-ce que ça va arriver, c'est ça, avec QS, c'est-à-dire QS va se transformer en parti social-démocrate et là, il y a une gang de purs et durs qui vont sacrer le camp puis qui vont former un parti plus radical? Ben, probablement oui. Si le passé est garant de l'avenir, il y aura probablement un schisme, et puis t'en as qui vont rentrer à la maison, t'en as peut-être qui vont aller dans d'autres partis existants déjà, puis t'en as d'autres qui vont se dire « Non, non, la prochaine sera la bonne », et ils vont fonder un nouveau parti plus pur et dur, plus sincère, plus idéaliste, puis cette fois-ci, ça va marcher, et de défaite en défaite jusqu'à la victoire finale. Merci, camarade. Merci. On se voit demain. Salut. Salut.